Les régimes des autochtones et populations locales des Outre-mer français, droit et politique comparée, c'est le nom de ce colloque qui s'est donc tenu cette semaine à l'Université de Guyane. Un colloque pour comparer le paysage juridique des Outre-mer français sur la question des populations autochtones avec de nombreux intervenants de Guyane, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, de l'Hexagone mais aussi d'Italie et du Brésil. Pour en parler, Florence Fabron est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Florence Fabron, vous êtes professeure de droit public à l'unité de recherche Minéa à l'Université de Guyane, où s'est donc tenu ce colloque que vous avez chapeauté, on peut dire les choses comme ça. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Régime des autochtones et populations locales, pour les personnes qui ne sont pas forcément expertes du sujet, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pourriez un petit peu débroussailler toutes ces interrogations? Bien sûr, en tout cas, bonjour à tous et je suis ravie d'être accueillie par vous ce jour. Oui, c'était très important pour nous de conduire cette réflexion sur les régimes des autochtones et populations locales dans les Outre-mer français et de pouvoir accompagner notre réflexion de regards comparés. Alors, il y avait des intervenants brésiliens, il y avait des intervenants italiens, mais le colloque s'est intéressé aussi à d'autres territoires que ceux-ci, comme par exemple les États-Unis, évidemment le Canada ou encore le Costa Rica qui fera partie qui se fera l'objet d'une communication spécifique. Il nous intéressait de pouvoir réfléchir à un principe fondamental, celui de l'unicité de la République. C'est un principe constitutionnel. Comment ce principe peut-il se concilier avec la diversité qui existe au sein du territoire de la République? Oui, on connaît ce principe d'unicité, d'indivisibilité de la République française, et on connaît du coup les difficultés qu'a la France, qu'a l'État français de reconnaître du coup des choses qui ne font pas partie de ce logiciel-là. Et un principe d'égalité. Donc tout le monde doit être traité de la même manière, mais est-ce que ça implique qu'il n'y ait aucune adaptation? Et on voit bien comment la République, justement, a contribué à adapter, diversifier, différencier. Et ce qui nous intéressait dans le cadre du colloque, c'était pas d'étudier uniquement les questions liées aux populations autochtones et locales, mais bien au régime. C'est-à-dire, par exemple, nous n'avons pas abordé ici la Polynésie française alors qu'il y a une vraie réalité coutumière. Donc, il y a une population autochtone qui est présente, mais il n'y a pas d'entrée juridique pour prendre en considération ces réalités. Contrairement, par contre, à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ou encore en Guyane. Et bien évidemment, nos travaux ne pouvaient aussi que s'intéresser à Wallis et Futuna ou encore à Mayotte. D'ailleurs, nous avons eu la chance d'accueillir dans le cadre du colloque une délégation de Mayotte avec des représentants du Grand Cadi qui étaient là. Nous avions aussi un membre du Sénat coutumier qui étaient présents et qui ont pu justement nous parler des spécificités de leur territoire. Alors justement sur cette question-là de la comparaison finalement entre les territoires et la différenciation dans les régimes juridiques qu'on peut voir en Nouvelle-Calédonie, vous en avez parlé, et en Guyane, qu'est-ce qu'on retient finalement entre Guyane et Nouvelle-Calédonie? On va juste s'arrêter sur cet exemple-là. À quel point les deux territoires diffèrent dans leur manière de prendre en compte les populations autochtones? Il y a un élément qui aujourd'hui, en droit, la Nouvelle-Calédonie nous permet d'aller, pour reprendre une expression, aux confins de l'autonomie. On a une collectivité qui est à nul autre pareil. Et effectivement, en Nouvelle-Calédonie, plus qu'ailleurs, les spécificités sont prises en compte. Alors, le sont-elles suffisamment? Ça, c'est encore un débat qui doit être conduit. Et comment le sont-elles surtout? Si on prend la Nouvelle-Calédonie, nous avons en Nouvelle-Calédonie donc cette distinction à opérer entre bien sûr le peuple premier, la population kanak, et dans la Constitution il est question de peuple kanak. Et pas de population, c'est important d'ailleurs. C'est peuple kanak. Ouais. Dans la Constitution française, alors il y a un seul peuple qui est le peuple français. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé, et l'a rappelé par exemple aussi par rapport à la
corse. Mais il n'en reste pas moins que l'accord de Nouméa a été constitutionnalisé et dans l'accord de Nouméa, il est question de peuple kanak. Habituellement, on a un peuple et ensuite des populations. Ici, on a bien une reconnaissance juridique du peuple kanak, alors que par ailleurs, on parle des populations d'outre-mer au niveau constitutionnel. S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, comment sont pris en compte les spécificités ? Donc, on a évidemment le droit civil coutumier. On a aussi la citoyenneté calédonienne. Et là, c'est intéressant parce que on ne va pas avoir simplement un regard et une appréhension juridique du peuple premier, mais aussi de populations qui sont arrivées postérieurement au peuple premier. Lorsque l'on a voulu s'intéresser aux populations locales, il y a eu toute une réflexion en amont pour savoir quelle expression faut-il retenir. Est-ce qu'il faut parler de population traditionnelle ? Est-ce qu'il faut parler de communauté d'habitants vivant traditionnellement de la pêche et de la chasse ? Est-ce qu'il faut... De peuple premier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Le vocabulaire, en fait, peut être extrêmement important parce que il y a... Ensuite, est-ce que l'on se reconnaît dans ce vocabulaire ? Il n'en reste pas moins que en Nouvelle-Calédonie, au-delà du peuple premier, on a des populations qui se sont implantées et notamment à la suite du bagne, mais ensuite d'autres populations qui sont venues au-delà des mouvements de population comme on peut les voir par exemple aussi en Guyane avec des personnes qui vont venir quelques années, partir et qui là, en l'occurrence, ne vont pas être dans le champ d'étude de nos travaux. Et bien sûr, on a une prise en compte au niveau coutumier par le Sénat coutumier. Mais on avait eu l'occasion d'en parler et d'en parler ensemble sur le fait que ce Sénat coutumier, tout comme le Grand Conseil coutumier en Guyane, a un rôle purement consultatif et c'est une création de la République. C'est-à-dire, est-ce que l'on a une représentation des identités coutumières ou non ? C'est une vraie question qui se pose. Et ici, il y a un vrai débat par les intéressés eux-mêmes. En tout cas, il y a eu un vrai progrès par ces instances. Aujourd'hui, des demandes pour qu'il puisse y avoir un budget propre, des demandes pour qu'il puisse y avoir, au-delà du fait qu'ils soient des donneurs d'avis, qu'ils aient un rôle décisionnel. Après, on s'interroge aussi sur des avis, sur quoi ? Exactement, parce que et c'est une des questions que j'avais envie de vous poser. Leur rôle actuellement se borne uniquement à être consultatif. Tout à fait. La reconnaissance, c'est bien de toutes ces spécificités. Encore faut-il que l'État français daigne accorder du pouvoir à toutes ces populations. Et là, en l'occurrence, si on regarde par exemple les termes qui sont utilisés pour le champ de compétences par rapport justement à ce rôle d'avis, ce rôle consultatif, nous avons pour la Guyane et le Grand Conseil coutumier l'environnement, le cadre de vie, l'identité. On retrouve ces questions identitaires en Nouvelle-Calédonie et là il est intéressant de rappeler que également on nous dit qu'il va et qu'il peut donc être consulté sur toutes les questions liées à l'avenir du pays. Mais principalement, c'est sur les affaires coutumières qu'ils vont être consultés. Vous l'avez dit, il y a une reconnaissance constitutionnelle du peuple kanak. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les années qui viennent à observer finalement la même chose pour l'ensemble des Outre-mer français ? Oui, il n'y a pas cette volonté aujourd'hui d'avoir une reconnaissance au niveau sémantique par l'expression de peuple. Ce qui est au cœur de la Constitution, c'est qu'il y a un peuple, le peuple français, et qu'au sein de ce peuple, il y a une diversité de populations. En revanche, on peut s'attendre à ce que ces populations soient de plus en plus prises en considération compte tenu justement de leur identité propre. L'unité de la République ne va pas contre la diversité au sein
du pays. Oui, quand on voit par exemple, et c'est l'actualité, ce qui se passe en Corse, on comprend la confrontation finalement entre des conceptions philosophiques, j'ai envie de dire, différentes de la nation, avec un N majuscule. Est-ce que la France, Florence Fabron, a plus de mal que d'autres pays à reconnaître toutes ces différences-là ? Pas plus de mal que d'autres pays, mais il est vrai qu'il y a toute une évolution qui doit être faite, parce que le pays et la France s'est constitué en se rassemblant et en voulant s'homogénéiser. Finalement, au départ, on a une pluralité de groupements distincts. Et c'est par l'histoire que l'on va créer une identité nationale française. Et par un creuset que l'on a voulu commun. Et finalement, il fallait en quelque sorte effacer les différences pour créer justement la nation française. Oui, on dit souvent d'ailleurs que la nation française est née de l'État français, contrairement par exemple à d'autres pays européens où ce sont certaines communautés qui progressivement ont créé un État italien ou même allemand. Aujourd'hui, par contre, on a cette revendication pour reconnaître les identités plurielles. Et il y a une oreille attentive, et on le voit bien au niveau de l'État, pour pouvoir adapter, pour pouvoir différencier. On le voit tant au sein des processus de décentralisation. En France hexagonale comme en Outre-mer, bien sûr. Tout à fait. Mais aussi au sein des processus de déconcentration. Donc, où là également, on va rechercher de plus en plus une approche en proximité. Donc, il y a cette volonté d'aller au plus près d'eux, cette volonté de reconnaître, parce que finalement, l'identité du pays, c'est la pluralité de ce pays. Mais ça, c'est un changement quand même important dans le rapport qu'a la France avec ses populations en particulier. Non, c'est effectivement un changement, c'est un changement de progrès, parce que, il est aussi extrêmement essentiel de pouvoir reconnaître à la fois l'importance, on va dire, des cultures qui mettent au centre l'individu, mais aussi des cultures qui mettent au centre le collectif. Mais très concrètement, une reconnaissance, pourquoi, Florence Fabron ? On comprend la dimension symbolique, j'ai envie de dire, de reconnaître une culture en particulier, un peuple en particulier, mais pour aller jusqu'où ? Pour leur donner quel pouvoir ? Pour leur donner quel droit ? Sur quelle situation et quelle situation concrète finalement ? Pour aller jusqu'où ? D'un point de vue juridique, ça peut être d'aller le plus loin dans la création de collectivités autonomes. On reste dans une forme de décentralisation administrative et on pousse l'autonomie, comme cela se fait en Nouvelle-Calédonie. Mais ça peut être aussi de passer une étape supplémentaire. Cette étape supplémentaire peut être éventuellement, et il y a des débats en Nouvelle-Calédonie sur ce point, de créer éventuellement un État fédéral, pas à l'échelle de toute la France, mais dans la relation de la France avec certains de ces territoires situés outre-mer. Il y a, par certains, une demande en Nouvelle-Calédonie pour éventuellement créer donc un État fédéral, mais ça peut être aussi d'aller plus loin s'agissant de la Nouvelle-Calédonie. Je ne prendrai pas position sur ce qui doit être ou ne pas être, je me contente simplement d'exposer les différents éléments, c'est-à-dire, bien évidemment, il y a eu les 3 référendums en vue d'obtenir, comme l'a posé la question au référendum, donc la pleine souveraineté, et donc plutôt l'indépendance et donc la pleine souveraineté. Oui, et quand là, on tire le fil, en fait, arrive sur la table rapidement toutes ces questions actuelles d'autonomie, d'indépendance. Donc c'est toutes les questions en fait de l'organisation des États. Mais la question n'est pas seulement juridique. Et d'ailleurs, le colloque s'intéressait effectivement au régime juridique. Mais comment s'intéresser au régime juridique sans s'intéresser aux populations elles-mêmes, également à ce qu'elles attendent, donc sans les interroger elles-mêmes. Il était très important pour nous qu'il puisse y avoir cette représentation des populations. Et la dimension, elle est aussi juridique, politique, économique, sociale. La question de savoir pourquoi faut-il tenir compte de la diversité, évidemment, en maintenant un creuset de valeurs
donc commun. Commune, oui. De valeurs communes, un creuset commun de valeurs. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a des valeurs sur lesquelles, on est là parce que sinon, on ne fait pas cohésion. Mais ensuite, au-delà, est-ce que l'on doit ou non tenir compte des spécificités ? Ne pas en tenir compte, c'est prendre le risque d'une implosion sociale. En tenir compte, c'est tout simplement aussi permettre aux personnes de ne pas être déchirées entre des mondes différents. Donc, en Nouvelle-Calédonie, j'ai co-organisé il y a quelques années un colloque sur inégalité sociale et décolonisation. Et un jeune Kanak intervenait dans le cadre du colloque et expliquait justement toute cette tension extrêmement forte à la fois entre la tradition et la modernité. Et des questions pour le coup qu'on retrouve aussi ici en Guyane. Et qu'on retrouve fortement aussi en Guyane. Et ça, c'est une vraie interrogation. On voit la souffrance, donc, de toute une jeunesse aussi. Mais j'ai envie de dire, ce que je vois moi au quotidien à l'université, c'est aussi une jeunesse ressource, pleine de vie et d'avenir. Merci beaucoup Florence Fabron d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, un professeur de droit public à l'unité de recherche Minet à l'université de Guyane, pour revenir donc sur ce colloque. Est-ce qu'il y aura une publication particulière de fait d'ailleurs à ce propos, si des auditeurs ont envie de suivre un petit peu plus précisément tout ce dont il a été question cette semaine ? Première échéance en termes de publication, Outre-mer 360. Oui, nos partenaires. Donc, et qui est partenaire. Donc de cette manifestation, il y a eu de nombreux partenaires, comme l'Institut aussi d'études et de recherche sur la justice, ou encore la collectivité territoriale de Guyane, donc va publier une synthèse de chacune des contributions au cours des prochaines semaines. Et dans le premier semestre 2023, la publication in extenso des actes. C'est noté. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Très bonne journée. À bientôt. Radio